rapide. Attention. Hop. Voilà. Donc là, on a lancé le webinaire. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On va attendre Ouais. quelques secondes que tout le monde arrive. On a les premiers auditeurs qui se loguent. Ouais. Donc, j'en profite, surtout pour nous dire s'il y a des problèmes de son, d'image, de son, connexion. d'image, voilà. On est sur un média qui s'appelle Learnybox et c'est pas... Bonjour Philippe, Myriam. Le chat fonctionne déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Allez, à 20, je lance. À 20 auditeurs. Oui, c'est ça. À 5h20. À 19, attention. Top départ. C'est parti. Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue au Jeudi d'Insist, le rendez-vous mensuel de notre cabinet d'accompagnement des organismes de formation. Aujourd'hui, donc pour le mois de novembre, on va parler de la sous-traitance. Si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être concerné. La sous-traitance et Calliope, parce qu'on a entendu beaucoup de choses durant l'année 2024 et puis surtout au tout début 2024. Et on va un peu clore l'année là-dessus en compagnie de Valérie. On peut avancer peut-être. Alors les jeudis d'Insist, Oui. c'est un rendez-vous mensuel. Donc pour commencer, on va se présenter, hein, ma collègue et moi. On vous parlera de la nouvelle réglementation, enfin la nouvelle qui est plus tout à fait nouvelle, hein, parce que 2024, voilà, allez, dans un mois elle est ancienne. Nouvelle réglementation de la sous-traitance et du CPF, parce que voilà, il y a des petites nuances à apporter. On parlera du coup de la sous-traitance et Calliope dans un contexte d'audit. Voilà, si vous n'avez pas encore votre label qualité et que vous êtes sous-traitant, ben, on vous expliquera un petit peu ce à quoi vous vous exposez. Et puis ensuite, bien sûr, comme à notre habitude, on vous expliquera la manière dont on peut vous aider à trouver des solutions. Et en fait, il y a deux sujets, hein. C'est pour ça qu'on les aborde tous les deux. Alors, je suis désolée, j'ai donc le diaporama que je partage avec vous, mais je ne vous vois pas derrière, je ne vois pas s'il y a des petits commentaires. Juste pour dire que, vous voyez, il y a bien deux niveaux, entre guillemets, de traitement de la sous-traitance lors de ce webinaire, puisqu'on va bien parler de la sous-traitance dans le cadre du CPF et de la sous-traitance dans le cadre de Calliope, puisqu'il y a des choses qui ont bougé effectivement cette année, on va dire sur presque deux niveaux de lecture différents, qui peuvent parfois aussi apporter à confusion entre les exigences d'un côté et les exigences et les attendus de l'autre côté. Voilà, je parle de CPF et Calliope notamment. Voilà, donc ça c'est le sommaire, c'est le menu ce soir. Pour tout ça, on va quand même vous replacer un petit peu le contexte du cabinet Insist, vous expliquer qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ceux et celles qui nous découvrent. Donc le cabinet Insist, alors c'est pas que 2 personnes, on est quelques-uns chez Insist. Je vais mettre sur ça, on reviendra après. Ouais. Voilà, on vous accompagne, dans lequel on vous accompagne sur tous vos projets de formation, vos projets de création déjà d'organismes de formation si vous n'avez pas encore créé. On vous accompagne sur un tas de problématiques, d'idées, j'ai envie de dire, jusqu'au projet. C'est environ 2000 clients qui nous font confiance depuis 2015, des organismes de formation de toute taille, dans tout secteur d'activité et partout dans toute la France, hein, puisqu'on est 100% distanciel dans nos accompagnements. Et puis ces cabinets Insist, c'est de la réussite hein, dans l'obtention soit de vos numéros de déclaration d'activité, soit à l'époque vos référencements data pour les plus anciens, dans vos référencements EDOF, dans l'obtention du label Calliope, etc. Et puis aussi, on travaille aussi à vos référencements sur France Compétences. Quand vous avez des certifications à enregistrer, on est aussi support, on vous aide à obtenir ces référencements ô combien salutaires. Donc soit en nouveauté, soit en renouvellement de certification aussi. Comme pour Calliope, on accompagne à l'initial, à l'audit initial, à l'audit de surveillance, à l'audit de renouvellement. Et sur les RS-RNCP, c'est à la fois pour un premier dépôt, et si vous avez déjà une certification et que vous souhaitez la renouveler, on vous accompagne aussi là-dessus.
Alors, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur les choses qu'on peut vous proposer, on vous invite à vous rendre sur notre site internet. Voilà, insist.fr, c'est assez facile à trouver. Voilà. Et d'ailleurs, donc, si on est là ce soir, c'est parce que je disais depuis maintenant 3 ans, je ne sais plus, Valérie, c'est Ouais, 4 ans. oui, ça doit faire pas loin de 3 ans, absolument. Ouais. Ouais. On vous propose un rendez-vous mensuel sur une thématique qui vous touche, je l'espère, qui vous intéresse. Et donc, on appelle ça les jeudis d'Insis, 17h. On se dit que c'est une heure à peu près convenable en fin de semaine. Et voilà, on vous propose plusieurs thématiques. Alors, je le dis tout de suite, le Power Pack ne sera pas disponible. Pour autant, sur notre site internet, vous avez accès à nos replays. Vous pouvez avoir accès à tous nos replays. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, rater des webinaires, des questions qui vous intéressent, le CFA, que sais-je encore. Vous pouvez aller y faire un tour. Ça peut vous aider si vous avez Calliope à répondre à l'indicateur sur la veille. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, voilà, vous pourrez dire à l'auditeur que vous êtes inscrit à nos newsletters et vous regardez nos webinaires, source d'information. Le prochain webinaire, Valérie, il est sur... Alors, ça sera jeudi, donc 5 décembre, et ça sera sur la thématique donc, du rôle de l'AAP, l'architecte accompagnateur de parcours, dans le cadre d'une VAE. Sauf surprise de fin d'année, comme le législateur nous habitue, voilà, tous les ans à peu près, nous fait quelques surprises avant Noël. Voilà, sauf ordre du jour brûlant. Ouais. Et on vous informera, je pense, courant décembre des thématiques du premier trimestre, puisque c'est vrai que précédemment, on donnait en général les thématiques sur le semestre, d'un semestre à l'autre. Et puis, en fait, on s'est rendu compte à juste titre que l'actualité était tellement dense pour tout ce qui concerne le secteur de la formation, que parfois le sujet qu'on avait prévu dans 5 mois, on était obligé soit de l'anticiper, soit de le modifier, parce que voilà, on colle aussi à l'actualité, puisqu'en fait on colle aussi aux attentes des personnes qui nous suivent. Voilà, donc là on est en train de finaliser les thématiques du premier trimestre, et dès qu'elles seront finalisées, bien évidemment, on vous partagera les informations via notre page LinkedIn, nos blogs, notre site internet, etc. Oui, merci pour ces précisions, Valérie, absolument. On est assez souple, hein, donc on s'adapte, vous l'aurez compris. Et puis comme la VAE en ce moment, il se passe quand même pas mal de choses. Il n'est pas dit que ça reste le prochain sujet. En tout état de cause, vous recevrez, puisque vous assistez à ce webinaire, vous serez destinataire de nos invitations pour les prochains webinaires dorénavant. Ouais. Voilà. On attaque. Est-ce qu'on vient juste vite pour se présenter et puis on attaque tout de suite le sommaire après, peut-être, non? Ouais, je t'en prie, Valérie. Alors donc voilà, parce que je ne sais pas du tout qui est là, mais je pense qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas encore. Donc moi, je suis donc Valérie Coquel, je suis consultante formatrice donc chez INSIS depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant, et j'interviens sur plusieurs thématiques, donc l'obtention des numéros de déclaration d'activité, l'accompagnement des organismes à l'obtention, enfin au passage, je veux dire comme ça, de l'audit Calliope, et on parlait tout à l'heure donc des audits initiaux, surveillance et audit de renouvellement. Je traite aussi les dossiers de demande d'enregistrement, enfin d'inscription EDOF et de référencement des annuaires, puisqu'il y a 2 étapes, on va en parler un tout petit peu juste après. Et puis avec celui-là, on travaille ensemble sur des montages de dossiers de demande de certification auprès de France Compétences sur des dossiers RS, répertoire spécifique, et RNCP, répertoire national de certification professionnelle. Voilà, donc on a déjà des petites questions, Valérie, avant de commencer. Nathalie nous demande si le contenu du webinaire, c'est uniquement la sous-traitance dans le cadre du CPF, puisqu'elle n'a pas de formation certifiante. Alors, pas forcément, c'est ce qu'on disait en préambule, Nathalie. C'est qu'en fait, vous pouvez déjà être sous-traitante sans faire de CPF et pour autant être donneur d'ordre de temps en temps. Je vais traduire. Donc, signer vos propres contrats avec vos propres clients en direct et de temps en temps intervenir en sous-traitant. Bref, vous pouvez avoir Calliope et de temps en temps agir en tant que sous-traitant, pas forcément sur du CPF. De toute façon, là, vous aurez aussi quelques obligations. Donc, vous pouvez peut-être rester. Et puis sinon, vous pouvez être exclusivement sous-traitant pour un donneur d'ordre et intervenir dans le cadre du CPF. Et là, il va vous falloir dégoter le Calliope, le décrocher. Et là, on va vous informer ce soir sur les indicateurs qui vous concernent. Peut-être pas, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, vous dire ce en quoi ça vous engage si vous partez dans une démarche Calliope. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de 2 niveaux de 2 thématiques en fait sur ce webinaire, à la fois sous-traitance et CPF, je vais le faire simple, et sous-traitance et Calliope.
Voilà, sous-traitance tout court et Calliope. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, il y aura dans les 2 cas, il y a un rapport avec le Calliope. Ça, Oui, on en est absolument. sûr. Ouais. 2e question, le lien pour le replay, non, il y aura pas de lien pour le replay. Par contre, je peux peut-être le glisser dans le chat. Si, je vais le faire tout de suite. De toute façon, il sera sur le site, sur notre site, sur la page Oui, que je vous ai montrée tout à l'heure. oui, c'est ça, mais OK. du coup, je vais l'indiquer. Ouais, Je vais indiquer le lien, je vais copier-coller les jeudis d'Insist, voilà, il webinaire. suffit d'aller récupérer Voilà, le comme lien ça, ici. c'est fait. Ouais, Le lien est dans le chat, OK, parfait. en temps réel. Ouais. Oups. Même question que Nathalie, ben voilà, même chose. Donc, restez parmi nous si vous le souhaitez, sinon de toute façon, il y aura le replay. On va commencer justement avec cette histoire de nouvelle réglementation, parce il y a eu beaucoup de confusion, je trouve, début 2024, là, quand ils nous ont justement sorti ce décret. Valérie, je te passe Alors, le relais. Donc, je vais ouais, ouais. présenter, mais là, je fais la même chose que On Valérie. va essayer de vulgariser, de simplifier ce décret et ce que ça implique de manière opérationnelle pour les organismes de formation. Donc, ce décret qui est donc paru en fin d'année dernière et qui rentre en vigueur au 1er avril, et c'était pas un poisson. Dans ce décret, il y a donc 4 dispositions principales. On va pas forcément s'étendre sur ces 4 points-là. Donc, mise en place d'une procédure de vérification de l'éligibilité des organismes de formation afin de leur permettre donc de se référencer sur EDOF, en fait, pour être visible côté utilisateur sur l'application Mon compte formation. Donc cette fameuse procédure, voilà, qui est un petit peu compliquée, vous la vivez peut-être de votre côté, qui demande une première démarche de téléprocédure, je vais dire comme ça, qui est soumis à une validation ou un retocage d'EDOF, et puis une deuxième étape en cas de validation, seconde étape dans laquelle vous avez une liste de documents complémentaires à fournir à la Caisse des dépôts, puisque c'est la Caisse des dépôts qui gère tout ça, avec des délais, des deadlines à respecter, et puis vraiment des niveaux d'exigence. Alors, je vais pas dire que c'est à la virgule près entre ce que vous aviez indiqué dans la première étape et la deuxième, mais presque. Mais si, Voilà, si, je si. pense qu'on peut le dire, voilà. Et parfois des incompréhensions sur les raisons de retocage quand ils vous disent que les programmes de formation ne répondent pas aux critères d'éligibilité. Ce qu'on constate, petite parenthèse, c'est qu'entre les exigences de l'adresse quand on fait une demande de numéro de déclaration d'activité versus potentiellement les attendus de Calliope versus les attendus de la Caisse des dépôts quand on fait une demande de référencement EDOF, on a l'impression qu'ils ne se parlent pas forcément toujours bien et qu'ils ne parlent pas forcément la même langue tous ensemble. Donc voilà. D'où la difficulté parfois d'avoir une cohérence dans les informations qu'on dépose. On y arrive, rassurez-vous, mais c'est vrai que pour les organismes de formation qui veulent maintenant rentrer avec une formation éligible au CPF, autant c'était facile il y a encore un peu plus d'1 an, autant maintenant c'est plus du tout aussi simple que ça. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment un verrou qu'il faut réussir à débloquer pour vous permettre de rentrer, on va dire, dans le magasin EDOF et pour pouvoir mettre en vitrine vos programmes de formation. C'est une démarche qui est un peu contraignante et on est là pour vous aider, mais qui a été mise aussi en place justement pour contrer, vous voyez, un petit peu décret qui vise à lutter contre la fraude au CPF, parce qu'il y a eu certainement beaucoup d'abus d'organismes de formation qui rentraient sur EDOF à un moment où il n'y avait aucun contrôle, en affichant donc des programmes de formation qui, dans leur thématique ou dans le contenu ou dans les modalités d'animation, par exemple, je pense notamment au bilan de compétences en e-learning complet, voilà, on ne respectait pas les critères d'éligibilité. Donc, procédure de vérification. Ils ont mis en place aussi une régulation de la sous-traitance, donc pour les OF qui sont référencés voilà, sur mon compte formation. Donc, régulation, c'est notamment des demandes de liasse fiscale, compte de résultats, BPF, voilà, pour vraiment, encore une fois, vérifier que l'organisme de formation, même une fois qu'il est rentré dans la démarche EDOF, il continue à pérenniser, entre guillemets, la qualité des prestations qu'il affiche côté mon compte formation. Mise en place d'échanges d'informations entre la Caisse des dépôts et les services régionaux de contrôle. Ça veut dire quoi? Effectivement, ça veut dire un renfort des contrôles. Alors, il y a un petit moment là qu'on n'a pas entendu parler de, tu sais, celui-là, comme il y avait une grosse vague sur les organismes qui dispensaient des formations pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises. Ah. Et ensuite, la deuxième vague, je pense qu'elle est passée ensuite pour les bilans de compétences. Ouais. On n'a rien vu passer depuis un petit moment, alors tant mieux. Alors, on n'a rien vu, je vais faire une petite blague, une boutade pour ceux qui sont concernés. On n'a rien vu passer sur la VAE, parce que vous savez qu'il y a, enfin, pour ceux qui l'ignorent, on peut obtenir Calliope à plusieurs titres. Voilà, ça, il y a des périmètres finalement d'obtention du label qualité. Au titre de
centre de bilan de compétences, on va dire comme ça, au titre d'organisme de formation tout court, avec des actions classiques, au titre du CFA, centre de formation d'apprentis, ça c'est pas du tout du financement CPF, donc ça échappe totalement à tout ce qu'on se dit ce soir. Et puis le dernier titre, c'est la VAE. Donc comme c'est un petit peu compliqué en ce moment avec France VAE, ils n'ont pas encore touché à ça, et je crois plutôt qu'ils vont même faciliter les accès pour la VAE, puisque tout le monde doit basculer sur le portail EDOF. Mais ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. En fait, c'est un peu un rétropédalage, en fait, là, par rapport à la VAE. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, il y a un petit peu un rétropédalage, puisque la VAE, donc, était éligible au CPF. L'objectif, si j'ai bien suivi, et c'est plus toi, celui-là qui maîtrise le sujet, la VAE, l'idée, c'était que ça bascule, donc, avec la plateforme France VAE et avec un financement autre que le CPF. Financement région, si je me souviens bien, enfin, voilà, d'autres financements. Et là, ils sont en train de rétropédaler, parce que c'est tellement compliqué à mettre en place, si j'ai bien compris, qu'ils sont en train de rétropédaler et de repartir sur un financement CPF. Mais pour le coup, effectivement, est-ce qu'ils vont pas remettre en place des contrôles et rééditer, comme ils l'ont fait pour le bilan de compétences et pour les formations ACRE, les critères d'éligibilité, en expliquant bien ce qu'est une formation ACRE, ce qui est un bilan de compétences et ce que n'est pas un bilan de compétences. Et sur base de ça, en fait, ils vont faire un contrôle. Et c'est là où potentiellement, il peut y avoir une grosse vague, encore une fois, alors déjà, d'alerte et ensuite de déréférencement des organismes qui ne rentreraient pas, qui ne respecteraient pas les critères. Mais bon, pour l'instant, Ouais. Donc, on a une question aussi qui porte, encore une fois, sur la sous-traitance. La Caroline nous demande si un OF, entre autres sous-traitants, est-il concerné par ce décret s'il sous-traite pour un autre? Absolument pas, Caroline, vous l'avez bien compris, ce décret ne concerne... Alors, en fait, ce décret concerne le financeur qui est la Caisse des dépôts, le financement CPF. D'accord? Du coup, si vous êtes sous-traitant par ailleurs, mais vous ne vendez pas de formation éligible au CPF, bilan de compétences, VAE, action de formation certifiante, permis de conduire, vous n'êtes pas concerné. Non. Vous n'êtes pas concerné par les obligations qu'on a là sous les yeux. Pour autant, si vous êtes sous-traitant, que vous avez Calliope, vous êtes concerné par le référentiel Calliope pour les sous-traitants. Donc vraiment, il y a vraiment deux sujets ce soir. On le redira jusqu'à ce que ce soit à peu près clair pour vous. Peut-être qu'on peut le dire autrement. Regardez qui finance la formation que vous êtes en train de mener en tant que sous-traitant. Si c'est la Caisse des dépôts, ça vous concerne. Donc c'est du CPF, ça vous concerne. Si c'est un financement OPCO, les autres financeurs que sont les OPCO, que sont tous ceux qu'on peut imaginer, n'ont pas encore donné ce type d'obligation, n'ont rien encore formulé là-dessus. Quand je dis rien encore, c'est il y a encore dans la phrase. C'est que peut-être que ça arrivera. Mais pour l'instant, non, Caroline, vous n'êtes pas concernée s'il n'y a pas de CPF chez vous. En fait, ce qui porte à confusion, c'est qu'en fait, il y a eu donc ce décret qui est sorti donc début d'année, et en même temps, quasiment, il y a eu la nouvelle version neuve de Calliope qui est sortie en même temps. Enfin, quasiment en même temps. Et c'est vrai que je pense que ça a vraiment prêté à confusion et mis un petit peu le chou dans la tête de beaucoup d'organismes de formation, parce que comme en même temps, il y a une actualité qui parlait de la sous-traitance dans le cadre de CPF et dans le cadre du Calliope, il y a une espèce d'amalgame, je pense, d'informations, beaucoup d'informations en même temps, sur deux sujets différents. Et c'est vrai que ça a prêté à confusion, et peut-être encore maintenant, pour des structures qui rentrent dans la démarche Calliope ou qui rentrent dans la démarche CPF, c'est vrai que ça peut un peu prêter à confusion, je le reconnais. On va sortir du carré 2 minutes. Vous êtes sous-traitant et vous ne touchez absolument pas au CPF, c'est-à-dire que l'organisme de formation qui vous embauche en tant que sous-traitant ne vous confie pas de mission, de bilan de compétences, action certifiante RNCP ou RS ou VAE. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Calliope. Donc, en fait, vous n'avez même pas à venir à ce webinaire. Si vous êtes sous-traitant uniquement pour des centres de formation qui vont dispenser toute action de formation hors éligible au CPF, vous n'êtes pas concerné par l'obligation d'avoir Calliope. C'est juste avoir un numéro de déclaration d'activité. La seule obligation que vous avez, c'est d'être reconnu officiellement comme organisme de formation. Être enregistré auprès de l'ADRITS. Et enregistré, ça veut dire avoir un NDA, numéro de déclaration d'activité. Tous les ans, vous déclarez votre BPF et vous dites ce que vous gagnez en tant que sous-traitant. Voilà. C'est la seule obligation que vous ayez. Donc, j'espère que ça c'est clair pour vous en préambule, parce que les sous-traitants ne sont pas obligés d'avoir Calliope, sauf s'ils travaillent. Et encore, sauf, il y a des cas particuliers, parce que sinon, ça serait et encore,
quand vous êtes sous-traitant et vous On va travaillez vous sur CPF, expliquer on va après. y Ouais, arriver. on va y arriver, ouais. Il y a des cas où vous pourrez être, entre guillemets, «exonéré» d'avoir le Ouais, Calliope, d'abord parce que ça coûte cher et parce que vous êtes une structure un peu trop petite. ouais. Du coup, ils estiment que, par exemple, pour un auto-entrepreneur, c'est, sous On va réserve vous de l'expliquer, moins ouais. que tant, on Mmh, va vous le dire tout de suite, on va vous dévoiler tout ça, ouais. pas besoin d'avoir Calliope. Voilà. On Et avance juste, sur le ouais, C40. juste dernier point dans les cas de disposition majeure, même si ça ne concerne que les bilans de compétences, disposition d'allongement de la durée de conservation des documents, qui était précédemment de 1 an de conservation obligatoire. Cette durée est passée de 1 an à 3 ans. Voilà, donc Ouais. ça concerne que les bilans de les Passage. personnes qui font du bilan de compétences, mais il faut le savoir quand même. Bah, vous voyez, ça, c'est vraiment dire que c'est le financeur finalement qui propose aussi, enfin qui propose ce décret. C'est pas lui, c'est le législateur qui le fait, mais c'est parce il est sollicité, parce que c'est celui qui va financer le bilan de compétences. CPF, ça finance le bilan de compétences. Donc ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais non, c'est parce que c'est tout à fait Ouais. éligible au CPF. On avance peut-être sur la régulation de la Ouais. sous-traitance. Donc voilà, donc ce qui a changé effectivement donc, au 1er avril par rapport à ce décret, donc pour le donneur d'ordre, hein, donc celui qui est en direct avec le client et qui viendrait potentiellement vous chercher en tant que sous-traitant. Donc pour le donneur d'ordre, il a obligation de vous préciser, vous en tant que sous-traitant, dans le contrat de sous-traitance, d'être beaucoup plus précis dans les missions qu'il va vous confier au regard de la prestation pour laquelle vous intervenez. Donc l'objectif, c'est-à-dire l'objectif, les compétences, on va dire, visées dans la formation, le contenu, les moyens mis en œuvre, la temporalité, donc sur quelle période ou à quel moment, les modalités d'évaluation, de suivi, le tarif. En gros, l'idée, c'est de dire, ben voilà, vous, sous-traitant, moi, je suis donneur d'ordre, quelles sont les missions que je vous confie dans toute cette animation de formation? Est-ce que, je vais tirer le trait volontairement, est-ce que la mission, c'est simplement d'animer telle journée une formation sur telle thématique et moi, donneur d'ordre, je gère tout. Je gère les évaluations de début, de fin. C'est moi qui fais le questionnaire de satisfaction. Utilisez mon déroulé pédagogique et limite, vous utilisez presque mon programme de formation. Je vous demande juste d'apporter vos supports. Ou pas. Vous voyez, tout ça doit être décrit et vous allez voir que ça va avoir une importance notamment par rapport à Calliope. D'accord? Donc, obligation d'être beaucoup plus précis dans le contrat de sous-traitance. Et à partir du moment où un donneur devenir un organisme en question, de signer un contrat. D'accord. Alors Valérie, on te perd. L'ensemble. Ah, pardon. Alors attendez, ce que je vais essayer On de te perd faire, un peu. je vais couper ma caméra. Alors attendez, j'arrête juste le partage, sinon j'ai pas accès. Oui, mais je vais couper ma caméra. Désolée. Si tu peux refaire le partage, c'est chouette. Ouais. Oui, oui, je repartage. C'est juste que j'avais besoin d'accéder à mon écran pour pouvoir couper ma caméra. Je suis désolée, hein, Ouais. je me cache. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'un donneur d'ordre ne peut plus sous-traiter 100% de son chiffre d'affaires réalisé en CPF. Il doit à minima internaliser 20% de son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pas anodin parce qu'on connaît des organismes de formation qui interviennent dans le cadre du CPF et qui, jusqu'à il y a quelques mois, faisaient appel exclusivement à des formateurs externes pour animer leur formation éligible au CPF. Ben, le 100%, c'est plus possible. Alors, bah, j'ai des questions qui concernent, on a bilan CPF, c'est important. D'accord. Et puis, effectivement, il doit respecter les obligations qui sont liées au statut du sous-traitant, c'est-à-dire bien s'assurer que le sous-traitant a un numéro de déclaration d'activité, c'est ce qu'on vient de dire, et éventuellement, en fonction des cas, est-ce que ce sous-traitant détient bien, a bien la certification Calliope? Tu me dis, celui-là, s'il y a des questions. Oui, oui, il y a des Sinon, questions, je mais on y continue. arrive. Il y a une question de Myriam qui nous demande si lorsqu'un OF est sous-traitant pour un autre OF. Alors, je vous ai peut-être perdu parce que je ne vous entends plus. Ah, nous, on t'entend, Valérie. Celui-là, dis-moi si tu m'entends ou pas. Oui, oui, je t'entends. Alors, je vais t'envoyer un petit SMS. Désolée, on a des petits soucis de connexion ce soir. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Alors, oui. Attendez, je vais arrêter le partage encore une fois. On t'entend, Valérie, hein, tout va bien. Donc, je vais continuer. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Oui. Ok, alors celui-là, je t'ai perdu. Je pense que c'est toi qu'on a perdu.
Non, moi je t'entends Valérie. Parce que je ne te vois plus du tout. Tiens, je vais arrêter le partage, mais je ne sais pas, est-ce que vous voyez toujours celui-là? Pas, Oui. est-ce que vous l'entendez? Moi, j'ai complètement perdu celui-là, donc tant pis. Valérie, Je vais continuer. Si tu peux nous faire un petit message dans Valérie, le on chat. t'entend. Mais moi, je t'ai perdu complètement. Alors, attendez, je vais juste essayer de... Excusez-moi, parce que je pense que celui-là, c'est de me contacter par WhatsApp. Je vais écouter vite fait ce qu'elle me dit. On nous entend toutes les deux, Valérie. Valérie, on t'entend. Ok, bon, bah écoutez, je continue, visiblement, on m'entend. Alors, hop, je vais repartager mon écran. Hop, donc voilà, je me remets ici. Donc, ce qui a changé avec ce décret, donc là, pour le coup, pour les sous-traitants, toujours dans le cadre du CPF, on est bien là sur la partie CPF, interdiction de sous-traitance en cascade, c'est-à-dire que si vous êtes sous-traitant d'un donneur d'ordre dans le cadre d'une formation éligible au CPF, vous n'avez pas le droit, vous, de faire appel à un autre sous-traitant. Donc, pas de sous-traitance en cascade. Interdiction d'être sous-traitant dans le cas où vous auriez été déréférencé de HEDOF. Alors, normalement, il y a une période, on va dire, de punition si vous avez été déréférencé pour une raison X ou Y. Alors, soit parce que, voilà, on parlait des cas de bilan de compétences tout à l'heure, donc vous avez reçu un courrier ou un mail disant que vous avez été déréférencé pour X mois, et à l'issue de cette période passée, vous pouvez refaire une démarche de demande de référencement, d'inscription, d'accord? Donc, interdiction si vous avez été déréférencé, vous attendez que la période soit terminée. Et puis, obligation donc, pour le sous-traitant d'avoir la certification Calliope ou un label reconnu par France Compétences, parce qu'il y a aussi 7 ou 8, je pense, institutions labellisatrices. Donc, être certifié Calliope, sauf, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le cas où vous avez donc un statut de micro-entreprise avec un chiffre d'affaires inférieur à 77 700, d'accord? Et toujours, donc, obligation pour le sous-traitant d'être habilité à former pour le parcours certifiant, c'est-à-dire avoir un agrément ou une convention de partenariat. Là, encore une fois, sauf deux cas particuliers, si vous êtes toujours sur ce statut de micro-entreprise avec un chiffre d'affaires inférieur à 77 700, et si vous n'intervenez que sur une partie d'un parcours et sur une intervention donc, qui ne va pas couvrir l'intégrité d'un bloc de compétences. Bloc de compétences, on est plutôt sur la partie RNCP. D'accord? Alors, attendez, il y a celui-là qui m'appelle. Ouais, celui-là. Oui, Valérie, simplement, si tu veux, je continue de dérouler, puisque nous t'entendons très très bien, mais tu ne nous vois pas intervenir. Enfin, d'accord. Comment on procède? Et par contre, je ne t'entends plus du tout, c'est ça? Là, tu m'entends pas sur... vas-y, parle-moi. Est-ce que je suis revenue sur l'écran, là, tu m'entends? Non, je ne t'entends pas dans le casque. On va garder le téléphone, tu veux bien? Ouais, ok, ça marche. Alors, attends, hop, je remets quand même correctement le casque ici et je vais mettre le haut-parleur là, comme ça. Alors, par contre, il risque d'avoir un écho. C'est bon, je peux continuer? Oui. Voilà, donc vous m'avez bien entendu jusqu'ici sur toute la partie sous-traitance avec les obligations, les interdictions, etc. C'est ok pour tout le monde? C'est ok. Voilà. Alors, il y avait une question. Oui. Est-ce que je peux reprendre la main? Ouais. Il y avait une question justement. Oui, vas-y, je t'écoute. Voilà. Alors, il y avait une question, mais je suis obligée de... Bon. Une question sur les formations inscrites au RNCP. Je vais répondre peut-être. Tu veux bien? Ouais. Oui, vas-y. Donc Myriam, lorsqu'un OF est sous-traitant pour un autre, effectivement, et que les formations sont inscrites au RNCP, on est pile poil dans le cas où il faut absolument avoir Calliope, sauf, et Valérie vient de vous citer les cas, sauf en cas de auto-entreprise. Si vous êtes auto-entrepreneur avec un chiffre d'affaires inférieur à 77 000 euros aidé, vous passez à travers les mailles du filet. Inutile d'aller chercher le label Calliope, mais il faudra le justifier. C'est pour ça que quand on va sur EDOF, on demande aussi des informations, le CABIS, etc. On demande des informations sur les sous-traitants. Et puis, l'autre exonération, c'est quand vous faites sur le RNCP juste une partie d'un titre. Voilà. Donc ça, c'était important et ça, donc, voyez, avec le donneur d'ordre, vous ne pouvez pas faire un bloc en entier. Si c'est un bloc en entier et que vous n'êtes pas auto-entrepreneur, vous êtes assujetti à Calliope. Et si c'est un morceau du bloc, c'est OK. Vous pouvez aussi, même si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, intervenir sans avoir Calliope. Je rends la main à Valérie. Valérie, c'est OK, j'ai donné une petite explication. Ça marche.
Donc, je vais terminer la dernière slide et après, c'est toi qui prends le relais pour parler. Donc, on va voir comment on peut faire. Voilà, donc juste pour conclure par rapport à tout ça, donc ce qu'on vous disait, c'est que voilà, les sous-traitants maintenant, quelque part, sont soumis aux mêmes obligations que les donneurs d'ordre et que les prestataires référencés donc sur EDOF, c'est-à-dire voilà, en plus du respect, je vais y arriver, des exigences légales et réglementaires, le fait de détenir la certification Calliope. Et qu'est-ce qui se passe bien évidemment en cas de non-respect d'une ou de plusieurs de ces obligations par le sous-traitant et ou par le donneur d'ordre, et voilà, la Caisse des dépôts qui fait des contrôles peut, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a potentiellement dans un premier cas une mise en demeure, c'est-à-dire vous recevez un mail en disant attention, vous n'êtes pas conforme si vous ne faites pas le nécessaire. Si vous ne faites pas le nécessaire, le risque c'est d'être déréférencé. Et je pense que dans ce cas-là, il déréférence à la fois le donneur d'ordre et le sous-traitant. Donc c'est pas anodin quand même, voilà, le fait de ne pas respecter ces exigences. Je te passe le relais, celui-là, sur le deuxième point qu'on voulait voir aujourd'hui, c'est-à-dire la sous-traitance et Calliope. C'est avec nous, Valérie. Je vais peut-être qu'il faudra que tu coupes le son de ton côté parce qu'on nous dit qu'il y a quand même beaucoup d'écho. Valérie, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux couper la sortie du son sur ton écran? C'est ce que je viens de faire. Alors attends, non, je sais ce que... Attends, bouge pas. Désolée pour toutes ces problématiques. Est-ce que vous m'entendez? Désolée. Alors, attends. Voilà, normalement, là, tu dois avoir mon écran. Oui, c'est bon, Valérie. Voilà. C'est bon, je te remercie. Bon. Donc, je reprends. On est vraiment désolé pour ces soucis techniques. C'est la première fois, oui. Donc, alors, on a une question de Caroline. J'enchaîne. On a perdu assez de temps. Si un OF des collectivités territoriales, hors formation certifiante, hors CPF, hors tout ça. Je comprends qu'il n'a aucune obligation à être certifié Calliope. Ouais, Caroline, c'est juste. Quoi? Non, Caroline. Oh là là, vous me faites dire une énormité. Non, Caroline, c'est faux. En réalité, un organisme de formation qui travaille en direct avec une collectivité territoriale, c'est un financement public. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on se dit ce soir. Rien à voir avec la sous-traitance. Un financement public demande obligatoirement un label qualité Calliope. Désolée. Donc, si vous travaillez avec un hôpital, avec le ministère de l'Éducation, enfin bon, peu importe. Si vous travaillez avec un organisme public, la mairie de votre coin, non, il faut absolument avoir Calliope. Mais pour d'autres raisons que ce pourquoi on est là ce soir. Donc, cette fois, normalement, tout est revenu, j'espère. Oui, Karim nous dit que oui, donc ça devrait aller. Je reprends. Alors, pourquoi une version 9 du guide de lecture? On a eu une version 8 en novembre, applicable tout début janvier, et puis tout de suite une version 9. Pour toutes les raisons qu'on vient de vous citer, il y a un décret qui est paru dans l'intervalle. Il y a eu besoin de clarifier finalement les indicateurs qui concernaient tous les sous-traitants, d'accord, certifiés Calliope depuis l'entrée en vigueur du décret d'application. En réalité, vous pouvez être sous-traitant et donneur d'ordre. C'est ce que je vous disais. Ça se trouve, vous avez déjà Calliope, mais qu'est-ce que ça change quand je suis sous-traitant? Ce qui change tout simplement, vous allez voir, c'est qu'il y a un critère qui va sauter au moment de la visite de l'auditeur, mais sinon, ça ne change pas grand-chose. Vous avez quasi les mêmes obligations. Donc, il y a des modifications aussi importantes par rapport à la version précédente. La V8 était... ne parlait pas du tout de la sous-traitance, puisque au début, le label qualité Calliope, c'est un label qui est fait pour les donneurs d'ordre. C'est pas un label qui visait la sous-traitance. C'est un label qui visait le donneur d'ordre jusqu'à ce qu'un financeur, je suis désolée, c'est la pédagogie de la répétition, pardon pour ça, je répète, mais jusqu'à ce qu'un financeur demande est-ce que non, moi je veux aussi que les sous-traitants aient le même niveau de qualité que les donneurs d'ordre. En gros, c'est ça le contexte qu'il faut comprendre. Donc ce guide a apporté quelques modifications importantes et l'intégration, elle élargit la portée de la certification, ce que je vous disais, également aux sous-traitances. On n'est plus simplement sur les donneurs d'ordre. Donc un troisième point, c'est que la version concerne l'ensemble des actions qui concourent au développement des compétences en tant que sous-traitant, l'ensemble des actions, qu'on soit CPF ou pas.
Alors, attention, ce que ne dit pas ce décret et ce que ne dit pas Calliope, enfin ce que dit Calliope, c'est que en aucun cas on a obligation d'être certifié quand on est sous-traitant pour d'autres activités que le CPF. Sauf, là je reviens sur Caroline, sauf Véronique, pardon, quand on travaille pour un établissement public. Hein. Quand on touche à du fonds public ou mutualisé c'est OPCO, public c'est ou alors c'est CPF, etc. Et puis public c'est les collectivités. On doit avoir Calliope. On peut passer, Valérie, sur la prochaine slide, merci. Donc, on va faire un focus sur le contrat de sous-traitance qui doit être conclu entre le donneur d'ordre, donc ceux qui vous embauchent, et le sous-traitant, donc vous-même, qui doit contenir des mentions obligatoires suivantes. Les missions confiées doivent être très claires au sous-traitant, ce qu'il fait, le qui fait quoi. J'aime bien l'appeler le qui fait quoi. Qui envoie les convocations, qui fait l'analyse du besoin, bref. On doit mentionner tout ça. Le contenu et la sanction de la formation doivent être aussi clairement établis. Il ne s'agit pas de dire je fais un contrat de sous-traitance où tu viens intervenir 1 ou 2 fois par an sur une thématique qui nous intéresse. Là, on dit vraiment ce qu'on fait. Et la sanction, ça veut dire certifiant, pas certifiant, examen final ou pas. Les moyens mobilisés, donc voilà, comment est-ce que on décrit tout aujourd'hui dans un contrat de sous-traitance. Ça suffit plus d'avoir un simple devis ou alors un petit bon de commande qui disent, ou alors le bon de commande doit être hyper détaillé et ressembler à un contrat de sous-traitance réellement. Honnêtement, les auditeurs, ils cherchent vraiment le contrat de sous-traitance aujourd'hui. Hein. En dehors, on a du mal à les convaincre. Les conditions de réalisation et de suivi de l'action doivent être aussi très très claires. Voilà, encore une fois, hein, surtout si on est sur du distanciel ou du e-learning, suivi de l'action, les relations avec l'apprenant, etc. Tout ça est décrit dans le contrat. La durée et la période, bon, c'est du bon sens, hein, c'est un contrat, doivent être stipulés. Le montant de la prestation, tant qu'à faire. Important aussi pour raccorder tout ça au BPF, bilan pédagogique et financier. N'hésitez pas à me dire si je jargonne de trop. J'avoue que ce soir, c'est un peu particulier. Alors, Joël nous pose une bonne question. Valérie, dis-moi. Conseillez-vous un contrat cadre pour la sous-traitance ? Bonne Alors, idée. il y a souvent, tu vas relayer ce que, mais je pense que tu sais ce que tu allais dire aussi. En fait, moi, j'ai souvent des gens dans les accompagnements qui me posent la question. Moi, je pense que c'est bien d'avoir un contrat cadre, mais peut-être de refaire un avenant quand on est sur une mission particulière, c'est-à-dire avec les dates qui sont bien définies, etc. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, celui-là. Alors, nous, ce qu'on fait chez Insys, c'est qu'effectivement, quand on fait intervenir des collaborateurs externes, des formateurs externes, on fait un contrat cadre dans lequel on stipule absolument toute la liste de ce qui est attendu, pas que par Calliope, hein, finalement, par le législateur. Et puis ensuite, effectivement, on envoie des ordres de mission au cas par cas. Voilà. Mais un contrat cadre et puis des ordres de mission quand même, parce que rappelez-vous qu'il parle aussi d'une temporalité. Enfin, il faut vraiment que l'action soit ciblée et précise. Mais c'est une bonne idée, Joël. Ouais. On va pouvoir avancer sur les indicateurs. Alors, c'est peut-être ce qui vous intéresse aussi aujourd'hui. Finalement, tous les indicateurs vous intéressent. Tous les critères plutôt. Il y a 7 critères dans Calliope. C'est une roue de qualité qui est assez pertinente finalement une fois qu'on a fait le tour. Tous les critères restent applicables sauf le premier. Le critère 1, c'est celui de l'information. C'est du bon sens. Le donneur d'ordre a des clients, il va signer un contrat avec ses clients, il a son site internet, il a des programmes, il doit afficher un certain nombre d'informations. Vous savez, c'est les fameux 10 items qu'on doit afficher absolument, les prérequis, le public visé, etc. Donc, tout ça, c'est à lui de le faire. C'est pas à vous, en tant que sous-traitant, d'afficher l'offre de formation de votre donneur d'ordre. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, on bascule tout de suite dans le critère 2. Voilà. Je ne sais pas si c'est OK. Valérie, tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est ça. C'est effectivement le seul truc à retenir, c'est que il y a un seul critère qui ne concerne pas les sous-traitants. Donc le critère 1 avec les indicateurs 1, 2 et 3. Et ensuite, sur les autres indicateurs, ça dépend, c'est pour ça que c'est important, du contrat de mission ou du contrat de sous-traitance. Et puis, c'est ça, voilà. Il y a des indicateurs qui sont applicables en fonction du contrat de mission.
Et puis, il y a aussi des indicateurs qui sont applicables dans le cas où la prestation qui va être auditée lors de l'audit d'audit Calliope, même si vous intervenez en tant que sous-traitant. Ouais. En gros, pour Je faire vais- simple, il faut retenir, il n'y a que le critère 1 sur lequel vous êtes sûr Voilà. d'être exempté. Après, le reste, j'ai envie de dire, alors sauf les indicateurs applicables dans la même condition que les donneurs d'ordre, mais les autres, en fait, quelque part, tout dépend des missions qui vous sont confiées. D'où l'importance de ce contrat de sous-traitance. Alors, merci Valérie. Je vais le redire parce que je suis pas sûre qu'on t'entende pour le coup. Ouais. Donc, tous les indicateurs donc, sont applicables, mais en fonction du fameux contrat qui est assez essentiel, Joël, du coup. Ils sont tous applicables. Pour autant, Valérie nous disait en fonction du contrat. Les indicateurs en fonction du contrat, c'est les 7, les 9, les 13, les 16 et les 28. Ce sont des indicateurs spécifiques. Le 7, c'est quand on fait du RNCP. Le 13, c'est quand on fait du CFA. Le 16, c'est quand on fait du RNCP. Et le 28, c'est quand on fait de l'alternance. Donc, en gros, dans votre contrat, on notera là, si c'est vous qui êtes chargé du suivi du jeune, de l'alternant, par exemple, si on est sur un CFA en entreprise, si c'est vous qui êtes chargé d'expliquer des conditions de déroulement de l'examen quand on est sur des formations certifiantes, c'est l'indicateur 16. Ce sera à vous d'expliquer aussi ou pas. Le contrat dira oui ou non. Si c'est à vous de faire la relation entre le référentiel de compétences qu'on trouve dans un RNCP ou un RS, une formation certifiante. Donc là, on est vraiment sur du CPF, 100%. De faire le lien entre le contenu du référentiel et le programme de formation. OK. Donc, c'est ce que ça dit. Ensuite, les indicateurs applicables là, en rose, lorsque la prestation échantillonnée est une prestation pour laquelle vous êtes sous-traitant, c'est le 5, le 26 et le 30. Le 5, c'est pareil. Est-ce que c'est à vous enfin, non, ça c'est obligatoire. Ça c'est à vous de définir des objectifs qui sont en lien avec le référentiel. En 26, c'est à vous aussi, ou pas peut-être, d'avoir une liste de partenaires du réseau du handicap. Et ça, votre donneur d'ordre, soit il vous confie sa liste, ses partenaires, du coup, vous ne serez pas seul. Voilà, vous avez accès à un référent handicap. Soit c'est vous-même qui allez gérer la crise, mais du coup, dans ce cas, vous le notez aussi. Et le 30, c'est sur la satisfaction. La seule obligation que vous ayez dans tous les cas, et ça, c'est pas écrit dans le contrat, c'est d'obtenir la satisfaction des stagiaires et celle du donneur d'ordre. Donc, il y a une nouveauté dans Calliope. Quand on est sous-traitant, non seulement on va chercher l'avis de toutes les parties prenantes qui étaient avant dans la salle, à savoir le formateur, le stagiaire, et puis en dehors, l'entreprise et le financeur, je schématise. Mais il y a un nouvel acteur qui est le donneur d'ordre. On va vous demander, en tant que sous-traitant, de demander à votre donneur d'ordre s'il est content de vos services également. Donc voilà, ça c'est pour le 30. Et ensuite, dans les autres indicateurs applicables, dans les mêmes conditions que le donneur d'ordre, là pour le coup, vous n'y coupez pas. C'est tous les autres, il y en a beaucoup. Le 4, analyse du besoin. Le 6, le 8. Alors le 6, c'est le contenu, le fameux déroulé pédagogique, l'évaluation d'entrée, le positionnement. J'y vais vite. Ce soir, le but, c'est pas de vous former à Calliope, c'est simplement de vous dire, voilà, il y a des indicateurs où il faudra vraiment être au clair sur la veille, par exemple, sur les moyens pour mener l'action, sur les supports de cours que vous allez fournir, vous serez audité là-dessus. Et sur l'organisation interne de l'organisme de formation, si je suis là-dessus, je pense à 17, l'organigramme. L'organisation, est-ce que vous avez positionné les bonnes personnes pour intervenir sur les bonnes thématiques? Est-ce que vous avez bien les compétences en interne, etc. Voilà. Donc voilà, pour les indicateurs applicables dans les mêmes conditions que le donneur d'ordre, il y en a quand même beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y en a 17. Donc, c'est pas tout à fait un mini Calliope que vous obtenez finalement. Mais c'est un Calliope un peu allégé du premier critère, ça c'est sûr. Donc, il y a deux indicateurs. Et en général, on est sur 22 indicateurs. Donc, il y a 3 indicateurs qui sautent pour le premier critère et le reste en fonction. Ouais. Voilà, donc et encore une fois, uniquement si vous êtes sur du CPF. Le reste, c'est pas encore d'actualité. Si vous êtes sous-traitant sur autre chose, pas de Calliope. Les solutions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Je crois que je ne sais pas si on a été clair. Je ne vois rien dans le chat en tout cas. N'hésitez pas. On passe aux solutions peut-être d'accompagnement. Ou peut-être qu'on peut illustrer les indicateurs, je ne sais pas. Qu'en penses-tu, Valérie? Les illustrer, c'est-à-dire? Les illustrer peut-être d'exemples, je ne sais pas. Je me dis... Non, mais écoute, il n'y a pas de question. On va continuer. D'accord. Voilà. Donc,
Donc normalement, tu dois avoir ma slide, Oui, la slide la sur laquelle slide. on explique, ouais. Absolument, c'est moi qui suis pas raccord parce que je fais défiler de mon côté. Donc les solutions chez Insys sont 100% distancielles, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On peut vous accompagner, je ne sais pas si vous avez déjà votre numéro de déclaration d'activité, ça c'est un vrai sujet par contre quand on est sous-traitant. Attention, je vais faire un petit rappel un peu, allez, un petit rappel réglementaire. Un organisme de formation ne peut sous-traiter qu'à un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une activité comme une autre, c'est une activité qui dépend, voilà, qui touche à la formation professionnelle, donc qui est réglementée par le ministère du Travail. C'est du droit du travail. Du coup, la formation professionnelle, j'entends. On n'est pas dans la formation loisir. Un organisme de formation doit se déclarer à l'adresse. Pas simplement pour dire que je génère un certain budget, enfin voilà, je génère un chiffre d'affaires sur la formation, mais c'est pour aussi être sûr, l'adresse, quand elle vous donne un numéro de déclaration d'activité, elle a vérifié que vous ayez des compétences en interne, que vous soyez compétent sur un sujet donné et que vous ayez un sujet de formation professionnelle à proposer à des clients qui vont l'acheter. Ok. Donc, à partir de là, si vous faites intervenir un sous-traitant à votre place, eh ben, ils doivent avoir absolument le même, comment dire, ils doivent passer par le même filtre. C'est les C'est-à-dire, mêmes exigences, en fait. voilà, un sous-traitant doit être déclaré à l'adresse. Ça, je le dis une bonne fois pour toutes, j'entends trop souvent le contraire. Il est difficile de trouver le texte qui vous y oblige. Le décret est venu le préciser, hein. Maintenant, il y a pas mal de documents sur le net. Et d'ailleurs, je pense, oui, là, alors tu vas peut-être relayer si les gens m'entendent pas, mais quand tu regardes les pages du préambule de Calliope, Oui. donc il y a toute une partie sur la sous-traitance. De mémoire, c'est bien écrit dans ce préambule que un organisme de formation doit signer un contrat de sous-traitance avec un autre organisme de formation qui doit exister légalement, justement avec ce numéro de déclaration d'activité. Je sais plus si c'est écrit tel quel, mais en tout cas, voilà. Sinon, vous vous mettez entre guillemets hors la loi, et si vous aviez si potentiellement vous avez un contrôle de l'adresse, si vous ne pouvez pas prouver que votre sous-traitant est bien reconnu officiellement auprès de l'adresse, ça peut être un petit peu embêtant. Alors, on a des questions justement là-dessus. Alors, Marie-Louisa qui nous demande qu'entendez-vous par formation loisir. La formation loisir, c'est une forme. Je vais plutôt vous décrire ce qu'est une formation professionnelle. C'est quelque chose qui tend à une montée en compétences professionnelles et pas simplement je vais pas apprendre à faire de la pâtisserie pour mon plaisir à la maison, mais c'est vraiment parce que j'ambitionne d'ouvrir une pâtisserie que je suis une formation professionnelle. On est bien là-dedans. Pour la question de Véronique, un OF qui est Calliope RNCP, peu importe, un OF est Calliope, hein, Véronique, il n'y a pas de Calliope RNCP. Les sous-traitants doivent-ils aussi être Calliope? C'est le sujet de notre webinaire ce soir. Tout à fait. Sauf à être, est-ce que tu peux remonter la slide, Valérie? Oui. Sauf à être auto-entrepreneur avec un chiffre d'affaires d'inférieur à 77 000 euros, ou sauf à n'intervenir que sur une petite partie d'un bloc de compétences. Mais tout à fait, Véronique, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, pour comprendre justement Calliope pour les sous-traitants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est obligatoire quand on est sur une formation éligible au CPF. Donc RNCP, c'est éligible. Alors attention, ça peut être une formation RNCP, je vais compliquer le bazar, mais tant pis. Ça peut être une formation RNCP, mais dispensée en CFA. Là, il n'y a pas de financement CPF. Donc, il n'y a pas d'obligation que les sous-traitants aient le Calliope. J'espère que je suis claire. Le financement n'est pas le même. C'est la législation, la réglementation française qui est compliquée. C'est tout. Et c'est vrai que pour un organisme qui rentre dans cette démarche de formation professionnelle, c'est pour ça que c'est bien de vous faire accompagner par des structures comme Insys. Mais très sérieusement, c'est vraiment pas simple. Alors, on a une autre question de Françoise qui dit que nous sommes un OF donc certifié Calliope pour action de formation, voilà, classique. Quand nous faisons appel à un sous-traitant qui n'a pas de numéro d'OF, nous contractualisons avec lui via un CDD de formateur occasionnel. Génial. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire, alors on va revenir sur les 80%, Valérie, si tu veux bien. Il faut internaliser la compétence d'une manière ou d'une autre. Quand c'est sans solution, que votre formateur n'a ni NDA, ni Calliope, mais que vous voulez le faire intervenir, bah, dans ce cas, il est sous contrat chez vous. Et du coup, il devient un de vos salariés temporaires en CDD. Et du coup, il est protégé, il a votre NDA et il a votre Calliope. C'est une excellente idée, Françoise. Merci pour ce partage. Et Caroline, pour être certaine d'avoir bien compris, un OF sous-traitant hors CPF n'est ni concerné par le décret, ni par la V9. Bah, en fait, un OF sous-traitant n'a pas besoin d'avoir Calliope, puisque c'est le donneur d'ordre qui doit avoir Calliope. Sauf depuis janvier 2024,
C'est compliqué, hein. Pour les donneurs d'ordre qui font du CPF et qui font Ouais. intervenir des sous-traitants. Voilà, c'est ça la règle, Caroline. Absolument. Ah, bon, ben, tant mieux si c'est plus clair, Véronique. Donc, je reviens sur la règle des 80% parce qu'on est passé un peu vite, on avait des soucis de son. Oui. La règle des 80%, elle est essentielle. Moi, j'ai des clients qui la comprennent un peu tard et je veux pas que ça vous arrive. Du coup, la règle des 80%, c'est vous ne pouvez faire en chiffre d'affaires CPF que 80% externalisé. C'est-à-dire que c'est fini le temps où on donnait toutes les formations CPF à un sous-traitant. Il faut internaliser 20%. Donc l'astuce de Françoise me semble pas mal. Pour 20% de votre chiffre d'affaires réalisé au titre du CPF, dorénavant, c'est important, hein, c'est quasi peut-être plus important presque que le Calliope, mais dorénavant ou au moins autant, 20% du chiffre d'affaires réalisé au titre du CPF doit être interne. Voilà. Bon, je suis désolée, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais ça peut être un vrai souci pour certains d'entre vous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc si vous êtes OK, merci beaucoup pour les partages, pour vos questions qui, je pense, peuvent concerner tout le monde. Caroline, Françoise, vos réponses. Merci beaucoup pour ces interactions. On va parler de la manière dont INSIS peut vous accompagner. Alors, je vous le disais, en vous aidant à obtenir votre fameux Sésame numéro de déclaration d'activité, c'est la base de tout aujourd'hui. On peut vous aider aussi à obtenir ce fameux label Calliope. On a des formations, c'est là qu'on a 100% de résultats, c'est-à-dire que tous les gens qu'on a accompagnés ont obtenu leur label. On ne fait pas que vous expliquer ce qu'est Calliope, les indicateurs que je citais tout à l'heure, un petit peu pêle-mêle et très très vite. Bien sûr qu'on vous les décrypte, on vous les définit, mais c'est surtout qu'on va vous donner des outils. Voilà, on va traduire ça de manière très opérationnelle et je crois que c'est ce qui fait notre charme. C'est-à-dire qu'on va vous donner une préconisation. Alors, on vous demande de faire ça, il y a une injonction chez Calliope, mais voilà comment ça peut se traduire. Voilà la preuve que vous pouvez apporter. Donc là, c'est des templates, c'est des choses assez simples à utiliser et surtout à personnaliser. Voilà. C'est très factuel en fait. Voilà, c'est très très pragmatique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a Calliope Express qu'on aime bien aussi. On serait pas en mode formation, on vous aide pas pour le coup, mais c'est une visio dédiée à vous expliquer un petit peu la même chose que si on se rencontrait. Et puis vous avez aussi une boîte à outils. Donc le Calliope Express peut vous intéresser. On a tous nos tarifs si tu peux faire. Ouais, c'est plus pour les structures ou les personnes qui se sentent à l'aise et qui se sentent autonomes à vraiment se préparer toute seule pour l'audit Calliope. En fait, on leur donne juste les outils et voilà, vous vous sentez capable d'y aller tout seul, de préparer vos documents tout seul sans comprendre plus dans le détail de l'explication de ce que Calliope ça vous demande. Oui. Voilà, ça peut être aussi une solution. Alors, je reformule, je suis pas sûre qu'on t'entende, Valérie, vraiment. Vas-y. Parce que moi, je t'entends via le téléphone, du coup. Ce que nous dit Valérie, désolée si je répète, c'est ça demande une certaine autonomie. Mais bon, voilà, si vous voulez juste aller vite, être autonome, organiser votre boîte à outils, vous avez compris le cycle de qualité et tout ça, ça peut être intéressant Calliope Express. Et puis, on a nos tarifs aussi qui sont sur le site. Alors, attends, j'ai quelques questions. Caroline, j'ai répondu. Véronique, c'était pas clair. Est-ce que vous avez d'autres idées que le CDD de formateur occasionnel pour combler ces 20%? Ben, vous y collez, Wissam? C'est vous qui faites la formation? Voilà. Non, pas d'autres idées, Wissam, parce qu'il faut vraiment internaliser. Ils sont très très clairs, hein. Pas plus de 80%. À vous de jouer. La limite de 30 jours à 30 jours par an. Oui, en fait, quand on parle de formateur occasionnel, alors c'est parfois compliqué de trouver aussi des textes de loi. Je sais même pas si c'est des textes de loi ou si c'est des choses qui sont entrées un peu dans les usages, mais j'ai déjà lu ça. Quand on parle de formateur occasionnel, c'est quelqu'un qui forme au maximum 30 jours par an. Donc, un formateur occasionnel, d'après les lois, quand on cherche un peu difficile à trouver, nous dit Valérie, c'est quelqu'un qui forme maximum 30 jours par an. Mais 30 jours tout confondu, hein, pas que chez vous, hein. Ouais, c'est 30 jours dans sa vie de professionnel. Il n'intervient que max 30 jours par an en tant que formateur. Ça veut dire qu'il faut lui demander s'il intervient ailleurs. Voilà. Voilà, donc merci à vous, merci pour votre... Alors, une petite question vite à la dernière minute de Céline. Tu me dis, Valérie, tu es maître du temps. Un sous-traitant qui fait moins de 77 700 doit avoir... oui, oui, en plus. Oui, Céline. Ne partez pas sans... Non. Ne partez pas sans que cette idée soit très, très claire, Céline. Céline, vous êtes formatrice, vous avez un NDA.
sauf si vous intervenez en CDD, comme nous l'a proposé Françoise, sur moins de 30 jours par an. Voilà, à vous de voir, mais ne soyez pas borderline avec ça. Donc attention Céline, informateur et déclaré, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis surtout celui-là, si je peux me permettre, en fait, si on est porté par un autre organisme de formation, ça veut dire que si un jour, donc c'est Céline qui pose la question, c'est ça? Ça veut dire que Céline, si un jour elle veut voler de ses propres ailes, ben, il faudra quand même qu'elle ait son numéro de déclaration d'activité à un moment. En fait, le fait de ne pas avoir son numéro de déclaration d'activité, ça l'oblige quelque part à toujours être tributaire d'un donneur d'ordre qui la prendra sous son aile, comme on dit, donc en l'intégrant de manière temporaire via un CDD, voilà, de formateur occasionnel. Mais si Céline, un jour, elle voulait être autonome, là, il faudra quand même qu'elle ait un numéro de déclaration d'activité le jour où elle voudrait pouvoir traiter en B2B, en fait. Oui. Alors j'ai une autre question de Marielle. J'espère que c'est clair pour vous, Céline. Hein. Pas de confusion. Il faut absolument. Vous êtes formatrice, vous vous déclarez. Marielle Louisa nous dit aussi que si on a un code APE 89, mais je crois que c'est une rumeur, 8559A, le fameux, on n'est pas obligé d'avoir un NDA. Maintenant, rien à voir. Rien à voir. Hein. Le NDA vous met sous les lumières, sous les projecteurs de la DREDS qui peut venir vous contrôler à tout moment. Il y a une logique de contrôle. Hein. On l'a dit tout à l'heure en préambule, les contrôles se renforcent. Si vous n'avez pas de NDA, vous échappez au contrôle. Et ça, c'est pas souhaitable. Laurence, sous-traitant, micro-entreprise avec C inférieur, oui, à 77 000. Pas besoin de Calliope, oui, même pour des formations financées par CPF, oui. France Travail, région, département. Alors, France Travail, région, département ne s'en sont pas encore mêlés. D'accord. Et si vous êtes sous-traitante, Laurence, pour France Travail, région, département, c'est-à-dire pour d'autres organismes de formation, mais en lien avec Pôle emploi, etc., non, il n'y a pas de texte là-dessus. Par contre, si vous êtes donneur d'ordre, si vous travaillez directement, Laurence, avec France Travail, région et département, vous avez besoin de Calliope. Mais si vous êtes sous-traitante, non, on est d'accord. Oui, Sam, merci, de rien, avec plaisir. Philippe, merci, bonne soirée, c'est parti. Ah, une dernière, Céline. Ah, bah Céline, elle est centre de formation et elle a des formateurs. Donc, elle a tout ce qu'il faut, le NDA. Donc, bah, merci à vous. Merci pour votre belle écoute. C'est toujours un plaisir. On se retrouve. N'hésitez pas à nous contacter. Hein. Voilà. Tu vois, là, celui-là, je remets la slide avec l'adresse de contact INSI, c'est le numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et aller sur notre site internet aussi. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous avez des questions, parce que chaque cas est unique et on a l'habitude, hein, on donne comme ça des généralités dans les grandes lignes. Mais retenez que si vous touchez au CPF, vous êtes quasi sûr, à moins d'être auto-entrepreneur, d'avoir besoin de Calliope. Voilà, une bonne soirée. Tout le monde est parti, je crois qu'on peut couper. C'est bon, je peux arrêter la diffusion ?